Bonjour professeur Raoult, merci de prendre du temps pour répondre à mes questions dans la matinale de CNews. On va faire le point avec vous, si vous le voulez bien, sur l'épidémie. On va faire preuve de pédagogie, on va essayer ensemble de le faire. Le nombre de contaminations est en hausse. On a passé il y a quelques jours le cap de 10 000 cas par jour. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce que selon vous, la situation est alarmante? Vous savez, comme vous avez vu depuis le départ, c'est un peu difficile de m'alarmer. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut tester les gens, qu'il faut les traiter, que quand on les teste et quand on les traite, la mortalité est extrêmement faible. Les gens qui meurent sont des gens qui, d'ailleurs, sont, si vous voulez, ont des espérances de vie très très courtes. Et d'ailleurs, il y a un très joli travail qui vient d'être fait par l'Institut national de la démographie qui montre que la baisse de l'espérance de vie, pour l'instant, dans le courant de l'année 2020, n'est pas significativement différente des mouvements que l'on a vus depuis 10 ans au cours des années. Parfois on gagne 2 mois, parfois on perd 2 mois. Donc si on s'occupe des gens, et vous voyez un très très bon exemple qu'il faut vraiment rapporter, c'est celui du Charles de Gaulle, sur lequel il y avait 1700 personnes qui étaient concernées, 1200 ont été positifs si mes souvenirs sont bons, et il y a eu là-dessus une vingtaine de cas graves et 0 mort. Donc bien sûr, c'est des gens qui avaient moins de 50 ans ou de 60 ans, mais ça veut dire que si on fait le diagnostic des gens, qu'on s'en occupe, la mortalité, à part chez les gens qui ont une très faible espérance de vie, est très faible, comme nous l'avons observé, nous, depuis le début. Donc ça ne sert à rien de s'affoler. Ce qu'il faut faire, c'est faire comme pour les maladies infectieuses. Il faut les diagnostiquer, en prendre soin. Si les gens commencent à avoir une baisse de l'oxygène dans le sang, ce qui se mesure très facilement avec des petits instruments qui coûtent 20 €, eh bien il faut se faire soigner, il faut recevoir de l'oxygène. Il y a d'autres moyens, les anticoagulants. Après, l'hydroxychloroquine, vous verrez petit à petit, les études se multiplient. On voit qu'elle réduit de 50% la mortalité chez les groupes qui sont susceptibles de mourir de cette maladie. Et donc, si on s'occupe des gens, si vous voulez, eh bien, la mortalité de cette maladie n'a rien de terrifiant. Professeur Raoult, donc ça veut dire qu'on a vu les chiffres d'entrée en hospitalisation à Marseille, d'entrée en réanimation, ils sont toujours inférieurs au pic de mars-avril à l'heure actuelle. Oui, oui, bien sûr, oui, ils sont toujours inférieurs, et encore une fois, le point qui est vraiment une clé, mais qu'on publie tous les jours, hein, c'est le nombre de morts que l'on observe à l'assistance publique à Marseille, à côté du nombre de gens que l'on teste et du nombre de gens positifs. Donc il faut faire attention, dans les positifs actuels, il y a bien entendu des cas, et il y a plus de cas que ce qu'il y en avait il y a 3 semaines ou 1 mois, mais il y a aussi plus de gens testés, et il y a actuellement beaucoup de faux positifs. Nous, on avait alerté il y a plusieurs mois là-dessus, on avait publié ça, mais il semble que personne ne lise beaucoup la bibliographie, y compris dans ce pays. On avait montré qu'à partir de 35 cycles, si vous voulez, il n'y avait plus de virus vivant. Alors maintenant, il y a des gens qui disent qu'au-delà de 25 cycles, il n'y a plus de virus vivants. C'est une bêtise, c'est pas vrai, il ne faut pas les écouter. Nous, on a fait plusieurs milliers de tests, mais donc on ne rend plus positif au-delà de 35. Il y avait des gens qui rendaient tout autour de nous des tests positifs à 42, qui témoignaient de la mémoire de l'eau. Il n'y a plus de séquence possible à 42 cycles. Non. Les cycles, c'est ce qui mesure le nombre de virus ou le nombre d'acides nucléiques dans les tests qu'on fait. Donc nous, on a jusqu'à 44% de faux positifs quand on contrôle des gens qui ont été positifs ailleurs. Donc il faut faire attention. Là, actuellement, il y a un mélange de faux positifs, d'augmentation des cas et d'augmentation des tests. Donc c'est intéressant ce que vous dites, c'est en fonction du laboratoire, on va se faire tester, on n'aura pas le même résultat à Paris, Marseille, Lyon ou Bordeaux. Il faudrait une unité de mesure nationale justement pour que tous les tests soient à peu près au même niveau? Oui, si vous voulez, ce que je regrette, encore une fois, depuis le début, c'est qu'il n'y ait pas eu un conseil scientifique raisonnable, c'est-à-dire qui lise la littérature, qui donne des consignes pratiques plutôt qu'avoir des opinions à la place des politiques, si vous voulez. Et ceci, nous l'avons publié, c'est un papier très cité, hein, le nombre de virus vivants en fonction de la détection par la PCR. Si vous voulez, ceci aurait dû être communiqué à tous les laboratoires au niveau national. J'espère que ça le sera un jour. Donc, si vous voulez, il y a
un manque, il y a un déficit actuellement de suivi de la littérature qu'on voit ici et dans d'autres pays d'ailleurs, hein, de déficit de la littérature, de ce qui est publié, de ce que nous on fait. Parce qu'on fait énormément de choses. On a déjà fait 54 publications qui sont online ou qui sont publiées. Il faut les lire si vous les lisez. Tout ça a été écrit depuis 3 mois. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut garder son calme, parce que quand on garde son calme, au lieu de travailler, on s'affole. Et deuxièmement, il faut prendre les choses une après l'autre, c'est-à-dire quand il y a des malades, il faut les tester, il faut s'organiser pour les tester, ce qui est compliqué. Nous, tous les jours, on a besoin de changer notre organisation parce que, je sais pas, ce samedi, on a fait près de 3000 tests. Donc tout ça, ça s'organise. Mais une fois qu'on organise les choses, qu'on s'occupe des gens, la mortalité est extrêmement faible. On va revenir sur la question des tests, elle est très importante dans un instant. Juste un mot sur le profil des personnes qui sont aujourd'hui testées positives. Il a changé ce profil? Ce sont des personnes plus jeunes ou maintenant est-ce que c'est vraiment tous les âges? Non, maintenant c'est tous les âges. Au début, en juillet, on avait vraiment une représentation des plus jeunes. Dont on imagine que c'est parce qu'il y a eu plus de contagion, de contamination chez les jeunes qui formaient des groupes et qui avaient des liens sociaux plus étroits, si j'ose dire. Maintenant, c'est un peu tous les âges, sauf que nous n'avons toujours pas, à ce stade-là, et bien que les virus soient un peu différents, nous n'avons toujours pas une incidence remarquable chez les enfants petits. D'accord. Un petit mot de Marseille. Comment est-ce qu'on explique la hausse des cas à Marseille? Il y a eu des images de liesse cette nuit après la victoire de l'OM sur le PSG à Paris. Là, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de respect. C'est encore la faute de Paris. Vous avez remarqué que c'est encore, la faute de Paris. Hein. Ils ont qu'à bien jouer. Si vous voulez, les Marseillais ne feront pas la fête sur le port. C'est ce que je vous dise. Non, mais comment est-ce qu'on explique la hausse des cas un peu partout? Évidemment, pas seulement à Marseille, mais dans toute la France. Écoutez, il est possible, nous on a quelques éléments, il est possible que une partie, les choses en juillet semblent avoir commencé avec un mutant qui venait d'Afrique du Nord. Un virus mutant. Donc il y a beaucoup de lignes. Oui, il y a beaucoup de lignes. Le virus ne sont pas vraiment les mêmes. Là aussi, on est pratiquement les seuls à avoir ces données parce qu'on a fait depuis juillet, on a fait 600 génomes de virus. Et donc, le degré de mutation, on a 7 clones nouveaux, mutants, qui ont un degré de variation par rapport à la souche initiale qui est 10 fois plus important que ce que nous avions dans toute la partie jusqu'en mai. D'accord ? Donc le virus actuellement présente des mutations, c'est plutôt des mutations qui sont négatives, si vous voulez. C'est un phénomène de dégradation qu'on voit quand les virus ne sont pas réparés. C'est un peu compliqué de vous expliquer ça, mais enfin c'est ce qu'on voit. C'est online, ça aussi, vous savez, tout le monde peut le regarder sur notre site. Et donc, on a eu une bouffée de ce virus qui a touché au moins une centaine de personnes, qui est revenu avec les bateaux qui font l'aller-retour avec le Maghreb. Et donc, on a l'impression que ça a commencé par ça. Depuis, c'est plus le cas, c'est-à-dire que ça touche l'ensemble de la population. Et il y a d'autres mutants qui circulent, mais qui sont encore une fois celui qui a le plus de mutations par rapport à la souche initiale, à 27 mutations. Donc il y a des mutants différents, mais si on regarde dans cette partie de l'épidémie, la moyenne d'âge est la même que celle de la première partie, actuellement. Et est-ce que les mutations de ce virus le rendent moins dangereux ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, si vous voulez, tout ça, et c'est un des grands débats. Moi, je suis un empiriste, c'est-à-dire je suis un observateur. Je ne peux pas spéculer là-dessus. Je peux comparer ça à d'autres choses, mais il y a une fois qu'on aura eu le temps de faire l'analyse, on verra. Ce que l'on voit pour l'instant, c'est que les marqueurs de gravité chez les patients infectés actuellement sont beaucoup plus faibles que ce que nous voyons jusqu'en mai. Alors les troubles de la coagulation, d'autre part, d'autre part la mortalité en dehors des sujets qui ont des espérances de vie extrêmement limitées, tout ça, c'est beaucoup moins important que ce que nous voyons avant.
ça nécessite d'être confirmé, on verra bien. Mais globalement, c'est ce que nous avons maintenant. On vient de finir un petit travail là-dessus, comparant une centaine de personnes de cet nouvel épisode, si vous voulez. Et la gravité des marqueurs et de l'évolution est moindre. On a beaucoup progressé, professeur Raoult, sur la façon de prendre en charge les malades à l'hôpital. Vous le disiez, en termes d'intubation, de traitement. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus ? Oui, un élément, si vous voulez, qui était vraiment une erreur initiale, c'est de connecter l'insuffisance respiratoire avec l'essoufflement. Donc dans cette maladie, on peut avoir une insuffisance respiratoire sans essoufflement, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse. C'est une des raisons, nous, très tôt, on s'est équipé de petits appareils qui coûtent 20 € et qui permettent de mesurer l'oxygène dans le sang, enfin la saturation de l'oxygène dans le sang. Moi, j'ai suggéré à Renaud Muselier de dire ça, il a repris cette donnée, ce qui fait qu'on peut mesurer soi-même si on a un Covid diagnostiqué ou si on ne va pas bien, la saturation en oxygène. Et si on a moins de 95, il faut être pris en charge. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez soi, un appareil qu'on peut avoir à la maison pour mesurer tout à fait. la saturation. Tout à fait, ça coûte 20 €. Sur les traitements, l'hydroxychloroquine, vous maintenez encore une fois que ça améliore. Mais et les publications vous le savez, montrent, après, on peut pas arrêter les flux, si vous voulez. Tout le monde, la communication est une chose, c'est des flux. Là, en revenant de week-end, j'ai trouvé une étude d'Arabie Saoudite sur 8000 personnes, une étude d'Iran sur 400 personnes. Ça diminue de 50% la mortalité. Nous, on a fait ça dans les EHPAD, dans lequel c'est très facile d'évaluer si vous avez un gain, puisque la mortalité naturelle dans les EHPAD est de 26 à 27%. Donc si vous gagnez quelque chose, vous le voyez tout de suite. Est-ce que quand vous êtes dans une population dans laquelle vous avez 2% de mortalité, pour monter une différence, il faut des chiffres considérables. Qu'est-ce que vous demandez à propos Et donc je suis... Pardon ? Qu'est-ce que vous demandez à propos de l'hydroxychloroquine ? Qu'on laisse faire les médecins, qu'on les autorise à nouveau à utiliser ce médicament ? Écoutez, moi, j'ai dit ce que je pensais, je le répète. Je regrette qu'on n'écoute pas ce que je dis, si vous voulez. Je regrette qu'il y ait eu une AMM pour le Remdesivir, dont tout le monde sait qu'il ne marche pas, et que théoriquement, on empêche de prescrire l'hydroxychloroquine. Et personnellement, ça a un sens qui m'échappe. Alors, on va reparler des tests, si vous le voulez bien. Est-ce que la politique de tests massive à grande échelle est un échec aujourd'hui pour vous ou pas ? Non, je pense qu'il fallait faire c'est ce que je recommande depuis le début. Je vous signale que, effectivement, je suis content. Il y a des points sur lesquels, quand même, les gens finissent par faire ce que je leur proposais de faire il y a quelques mois. Les tests généralisés. Deuxièmement, l'idée de quatorzaine, qui est une fantaisie. Je pense que c'est par analogie avec quarantaine que quelqu'un a trouvé quatorzaine. Ça n'a aucun sens. Sous les 7 jours, c'est plus raisonnable. C'est la période d'incubation. Donc c'est plus raisonnable. Tout ça, je le disais il y a des mois. Donc je suis content quand les gens se rendent compte que c'est comme ça qu'il faut faire. Je regrette qu'ils ne se soient pas encore rendus compte que l'hydroxychloroquine est un médicament anodin qui, dans la plupart des pays du monde, permet d'améliorer ou de sauver les gens. Donc je le regrette. À part ça, la politique de tests généralisés pose simplement une question sur laquelle je pense qu'il faut être pondéré. Vous savez, une des raisons pour lesquelles il y a eu des problèmes de gestion de cette crise, c'est l'affolement et l'absence de calme et d'assurance. Donc il ne faut pas affoler les populations, il ne faut pas s'affoler soi-même, il faut prendre des décisions calmes au jour le jour. Il ne faut pas surréagir à chaque fois qu'il y a un titre provocateur d'une revue qui annonce le cataclysme ou la fin du monde, si vous voulez. Il faut se calmer. Peut-être que cette crise apprendra qu'il faut gérer les crises avec calme, détermination, et il ne faut pas ni s'affoler, ni surréagir à chaque fois qu'il y a une communication dans la presse. Vous avez bien vu que ces communications ont la durée de vie qu'elles ont. Le problème aujourd'hui sur les tests, professeur Raoult, c'est le délai. Bien souvent, on a le résultat beaucoup trop tard. Comment faire, encore une fois, pour raccourcir ce délai ? Et est-ce que vous, à Marseille, vous avez des tests qui vont plus vite ? On n'a aucun problème de délai ici. Sur les choses qui sont, sur les gens qui viennent, notre temps moyen de réponse est de 8 heures.
D'accord? Il n'y a aucun test qui soit rendu après 24 heures. Et dans des circonstances d'urgence, nous avons installé, mais là j'ai un conflit d'intérêts parce que c'est une start-up qui est issue de l'IHU, nous avons des tests rapides qui font des PCR en 20 minutes. Hein. Et est-ce que les tests salivaires, oui, donc les tests salivaires, c'est une option ou pas pour vous? Je ne sais pas si vous voulez, les tests salivaires, le problème des tests qui sont faits par la détection, non pas des acides nucléiques, si vous voulez, du virus, mais sur les antigènes, pose un problème et ont toujours posé un problème de sensibilité. C'est-à-dire que ça détecte 100 fois moins de virus que la PCR bien faite. Donc ça peut servir, si vous voulez, dans des campagnes mais ça ne peut pas assurer, pour ce que j'en sais actuellement. On va les tester, on va les évaluer comme le reste. Nous, on est toujours ouvert. Hein. On est toujours ouvert à toutes les possibilités. Mais globalement, on le connaît pour la grippe, par exemple. Hein. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on fait des tests par immunohistochimie, si vous voulez. On verra bien. Et les tests de PCR sur salive, effectivement, ça nécessite d'enlever un certain nombre d'inhibiteurs. Pour l'instant, quand nous, on a testé les salives comme ça, on manquait 30% des cas. Donc, on attend ces nouveaux tests. On va les tester avec honnêteté et puis on donnera des résultats. Tous nos résultats sont transparents, d'ailleurs, y compris sur le nombre de cas, le nombre de morts. Vous savez, on est dans des hôpitaux, on transmet tout ça à l'ARS. On ne peut pas cacher le moindre résultat ici. Enfin. Qu'est-ce que vous nous dites donc ce matin? Il faut continuer à se faire tester? Est-ce qu'il faut qu'on ait une ordonnance pour éviter les files d'attente de plusieurs heures devant les labos? Est-ce qu'il faut des files prioritaires? Comment est-ce qu'il faut organiser les choses? Écoutez, moi je peux pas. Moi, tous les jours, je me pose la question de l'organisation ici. Je change l'organisation ici un jour sur deux parce que le flux a changé, parce que les horaires ont changé. Il y a des gens qui viennent à partir de 6 heures du matin pour pouvoir être prélevés plus tôt. On a fait toutes sortes de choses qu'on a mises en place. C'est très bien, il devrait y avoir des observateurs du gouvernement pour voir comment on arrive à gérer ça, pour voir si on arrive à le généraliser. Mais on a l'impression que ce que l'on dit et ce que l'on fait, on a l'impression qu'on vit dans un pays étranger et que personne ne regarde. J'ai commencé, moi, à faire distribuer des tickets comme dans les supermarchés, de manière à ce que les gens ne se battent pas quand ils sont dans une file, que quand ils savent qu'ils ne passeront pas avant 2 heures, ils puissent aller faire autre chose et revenir dans leur file. Tout ça, c'est de la gestion au quotidien. Tout ça, c'est la gestion, c'est l'organisation, c'est la logistique. On est très aidé ici par les pompiers, on est aidé par la police parce que de temps en temps, avant qu'on arrive à bien ordonner les files, il y avait des gens qui se disputaient et que les pompiers ne sont pas là pour faire régner l'ordre. Tout ça, ça nécessite de l'organisation, de la logistique. Et donc, si vous voulez, moi je ne peux pas inventer la logistique pour le pays, ce n'est pas mon rôle. Mais nous ici, ça fonctionne bien parce qu'on s'en occupe. Et on s'occupe de ça d'une manière fonctionnelle. Moi je regrette que le ministre de la Santé ne soit pas venu voir comment ça marchait ici. Comme ça, il aurait pu prendre des décisions qui permettraient de faire du benchmarking, excusez-moi pour ce terme anglais, c'est-à-dire du transfert de savoir de ici à ailleurs plutôt que de nous traiter comme le vilain petit canard. Un mot de la stratégie de l'isolement. La durée a été ramenée de 14 à 7 jours, vous l'avez rappelé. Est-ce que cette stratégie d'isolement est un échec aujourd'hui? Est-ce que les gens respectent ces mesures ou pas? Ça, je ne sais pas vous dire. On porte une attention, on dit aux gens, écoutez, faites attention de ne pas avoir des rassemblements. Et bien entendu, on compte, et il faut toujours compter sur le bon sens des gens. On leur dit, écoutez, quand vous êtes positif, restez isolés, n'embrassez pas et ne touchez pas vos enfants, passez-vous de l'alcool sur les mains, prenez garde. Et globalement, la plupart des gens comprennent ça, je crois. Donc je pense que, bien sûr, la stratégie de l'isolement, certains pays ont installé des hôtels de gens contagieux. C'est-à-dire, quand les hôpitaux étaient débordés, de dédicacer des hôtels vides pour y mettre les gens qui étaient positifs
en attendant qu'il ne soit plus positif, qu'on leur ait fait un test montrant qu'il n'était plus positif. C'est une option et c'est une stratégie. Il y a plusieurs stratégies. Encore une fois, l'évaluation des stratégies, c'est très compliqué parce que les pays ont des comportements différents. On fera les comptes à la fin de savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous parliez des mesures évidemment de contrôle de cet isolement. Les Français sont inquiets ce matin des mesures restrictives qui pourraient être annoncées dans les jours qui viennent. La semaine dernière, le Conseil scientifique demandait des mesures difficiles. Le gouvernement n'a pas suivi pour l'instant. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la restriction, encore une fois, pour les Français? Encore une fois, souvenez-vous de ce que je vous ai dit au départ. On peut toujours prédire les catastrophes, mais pour l'instant, depuis le 1er janvier, pour des raisons multiples, vous savez, il n'y a pas eu de modification significative. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INED, il faut aller regarder, c'est l'Institut national de la démographie. Il y a 2 experts de l'INED qui ont regardé les données de l'INSEE, c'est pas les miennes non plus. Il n'y a pas de changement significatif, il n'y a pas une variation qui est significative par rapport aux variations habituelles qu'on voit depuis 10 ans. C'est-à-dire, je crois, je vous dis ça de tête, donc c'est peut-être pas exactement les chiffres, mais 2006, 2012 ont eu des baisses de l'espérance de vie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas juste compter les morts. Il faut regarder quelle était l'espérance de vie des morts, en particulier quel était leur âge, pour pouvoir calculer quelle est la gravité d'un épisode. Pour l'instant, si vous voulez, il n'y a rien, de mon point de vue, et maintenant y compris, qui justifie, si vous voulez, de cloisonner tout le monde à la maison, de détruire l'économie du pays. Là, au bout d'un moment, on le voit bien. Au début, on pouvait tout imaginer. J'ai peur que ces mesures restrictives aient des effets qui soient des effets... non seulement j'ai peur, mais je le vois, des effets délétères, c'est-à-dire qu'elles affolent les gens. Et je vois qu'elles affolent même certains de mes confrères, et j'en suis inquiet. D'accord ? Le travail que nous devons faire, c'est un travail de besogne, d'artisan. Comme disait Hannah Arendt, c'est l'homo faber, l'homme qui travaille, l'homme artisan. Nous, notre métier à nous, c'est tous les jours de s'occuper des gens, de faire des tests, de les soigner. C'est pas de faire des déclarations intempestives ni d'affoler la population. Ça ne sert à rien et ça a des effets contraires. Donc vous n'êtes pas favorable à l'interdiction des réunions familiales ou des mariages, par exemple ? Non, il faut faire ce qu'il faut. Il faut avoir du bon sens, mais c'est très difficile de ne pas traiter les choses avec oui, non, ou blanc ou noir, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude d'avoir des messages lapidaires. Je pense qu'il faut restreindre les réunions nombreuses, et en particulier celles qui amènent, si vous voulez, incontestablement à avoir des rapports sociaux qui soient de trop grande proximité. C'est difficile, si vous faites un mariage, de ne pas faire que tout le monde danse en même temps et à la fois. Et là, bien entendu, la contagion est plus importante. Plus personne ne pense au masque, ni plus personne ne pense à se mettre de l'alcool sur les mains. Vous voyez, donc qu'on limite la fréquentation de ces fêtes, bien sûr, on doit le faire. Il faut être très attentif. Nous, on sait que les fêtes dans la communauté juive ou les mariages chez les Roms ont été des sources de contagion entre eux extrêmement importantes. Et donc, il faut y faire attention. Tout ça, c'est du bon sens. Il n'y a pas rien. Il y a quelque chose avec une maladie qui est contagieuse, pas extraordinairement contagieuse, mais contagieuse. Dans un certain nombre de cas, les plus fragiles d'entre nous risquent d'en faire des formes graves, voire mortelles. Donc nous devons être attentifs, mais de là à dire, écoutez, voilà, on jette les armes, on s'arrête et on reste tous cloisonnés chez nous, ce que moi, peut-être avec excès, mais parce que ça rappelait l'histoire de ma famille, ressemblait terriblement à juin 40, si vous voulez. Il ne faut pas le faire. On continue à lutter quotidiennement, essayer d'avoir une vie normale, mais on ne fait pas d'excès qui surexpose nous et nos familles au risque de transmission de cette maladie contagieuse. Le port du masque, notamment dans les milieux clos, là, est un véritable avantage pour lutter contre la pandémie. Ce qui a été démontré dans le port du masque, c'est que quand on est très près de quelqu'un, c'est-à-dire quand on est à 30 ou 40 cm de quelqu'un, eh bien, il y a un risque supérieur d'être infecté que quand on ne le porte pas. Sinon, le mode majeur de contamination de cette maladie, c'est les mains. Et ça, il faut se passer les mains à l'alcool 20 fois par jour.
Professeur... Moi, je ne l'ai pas attrapé. Moi, je ne l'ai pas attrapé. Alors que vous je veux pas, mais si vous voyez chez moi, alors que vous me voyez, quand vous êtes venu, je passe ma vie à me passer les mains à l'alcool. Est-ce qu'on est en train de se fabriquer notre immunité collective, professeur Raoult? C'est une bonne question. C'est une question. Il y avait d'ailleurs, j'avais écrit un article avec mon ami, quelqu'un que j'admire beaucoup, Guido Kremer, sur attendez, est-ce que finalement il va se passer une immunité collective? Vous savez que c'est le pari qu'avaient pris les Anglais au départ en disant on teste pas, on laisse se créer une immunité collective qui empêchera qu'il y ait une diffusion de cette maladie plus longue. C'était excessif, si vous voulez, de ne rien faire. Mais c'était une hypothèse de base. Les choses sont compliquées, sont très compliquées, comme toujours d'ailleurs. La simplification amène toujours à dire des bêtises. Il y a actuellement, ce que l'on croit savoir, c'est qu'il y a une partie des gens qui ont une immunité naturelle sans qu'on sache pourquoi. Il y a une partie des gens qui ont une immunité qui est due à des réactions communes avec les autres coronavirus qui circulent. Et donc on a eu 4 épidémies avec les 4 coronavirus endémiques cette année avant celle-là, au moins à Marseille. Donc il y a une partie de la population qui a été protégée au départ et qui peut-être a perdu cette immunité. Et donc la durée de cette immunité-là qui se fait après cette infection-là, on ne le sait pas. On a eu des alertes, nous aussi, de gens qui nous disaient, écoutez, j'ai eu un cas il y a 3 mois, et puis il est positif maintenant. Pour tout ce qu'on a vérifié, il y avait des faux positifs, des résultats non vérifiés. Et donc on n'a pas eu encore, nous, la preuve de quelqu'un qui avait fait 2 fois une infection avec ce virus. Mais il y a eu un cas qui a été décrit en Extrême-Orient. Là aussi, il faut se méfier, les erreurs sont humaines et donc sur des milliers de cas, il est bien possible qu'il y ait des échanges de tubes, des erreurs de séquences. Donc pour l'instant, ça n'est pas un phénomène établi qu'on fait 2 fois une infection à ce virus. La notion de cas contact est très floue pour les Français. On leur dit mais si vous êtes cas contact, il faut rester chez vous. Mais à partir de quand on est cas contact? À partir de quel moment on ne l'est pas? Est-ce qu'encore une fois, il faudrait une norme un peu plus rigoureuse? Écoutez, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas non plus ce qu'est un cas contact. Alors. Vous ne savez pas? C'est-à-dire que ça n'existe pas? Non. C'est pas que ça n'existe pas. Si vous avez... si vous vivez dans l'environnement de quelqu'un que vous embrassez, que vous touchez, et peut-être que c'est la raison pour laquelle à Marseille il y a plus de cas, c'est que les contacts, si vous voulez, méditerranéens sont plus importants que ceux des Scandinaves. Donc les rapports, si vous voulez, humains passent beaucoup par les contacts, les gens se touchent, s'embrassent, et donc c'est peut-être une des raisons, sûrement d'ailleurs une des raisons de l'épidémiologie un peu différente. Donc il est clair que quand quelqu'un est positif, il ne faut pas qu'il touche les autres, ce n'est pas la peine qu'il s'en approche, il faut qu'il reste dans sa chambre tant qu'il est positif. Et ceux qui ont vraiment des contacts proches, chacun doit évaluer par lui-même, si vous voulez, la nature de la proximité des contacts. Mais nous, on voit, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont eu même des contacts assez distants pour se faire tester parce qu'ils ont peur et on les teste. Une question qui concerne les EHPAD et ça intéresse nombre de nos téléspectateurs. Est-ce qu'il faut claquemurer les anciens ou est-ce qu'au contraire, il faut quand même leur maintenir un lien avec leur famille? Écoutez, moi je pense d'abord qu'il faut les soigner. Donc premier point, il faut les tester. Et deuxièmement, l'idée qu'il ne faut pas les tester, moi personnellement, je le dirai tout à fait officiellement, je le dirai demain au Sénat, je le dirai quand on me réinterrogera. Nous avons des données, les Espagnols ont des données. Quand on traite les sujets âgés dans les EHPAD qui ont une mortalité aussi considérable avec de l'hydroxychloroquine, il en meurt la moitié dans notre expérience. Je pense qu'on doit les traiter. Donc, il ne faut pas forcément les claquemurer, il faut les traiter et les dépister, test massif. Il faut les détester, il faut les détecter et les traiter, oui, bien sûr.
Vous l'avez évoqué, vous allez être auditionné. C'est des humains, c'est des oui, humains. Mais bien sûr, c'est pour ça. Non, mais c'est pas des extraterrestres, ces gens, c'est des humains. Donc il faut les détecter, il faut les traiter, c'est ce que je vous dis. Nous, on le fait, c'est les pompiers qui vont les prélever dedans, on les teste, on teste et on rend les choses. Et quand pendant un certain temps, on a pu les traiter parce que en hôpital de jour, en hospitalisation à domicile, on pouvait les traiter, et puis il y a eu une interdiction de les traiter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, mais nombre d'entre eux se plaignent qu'on veuille les mettre au banc de notre société, et c'est pour ça que voilà, c'est pas forcément la solution, l'isolement. Non, je pense que, si vous voulez, il faut faire attention, encore une fois, aux mesures extrêmes. On peut faire venir les personnes. Il ne faut pas qu'il y ait des groupes de 10 personnes dans la chambre de quelqu'un qui est en EHPAD, mais on peut les visiter à condition de prendre des mesures de distance qui soient normales, de se passer les mains à l'alcool avant de venir les voir. Je pense que tout ça, c'est des mesures raisonnables, si vous voulez. Le traçage, le Premier ministre a annoncé la semaine dernière qu'il allait y avoir un recrutement de 2000 personnes pour le traçage. On n'est pas bon dans le traçage. C'est une des clés pour lutter contre l'épidémie ou pas? Je ne vois pas comment on va tracer autant de dizaines de milliers de personnes, si vous voulez. Je ne vois pas comment on va faire. Donc, j'en sais rien. C'est une option politique. Je ne veux pas me mêler de ça parce que vous avez vu, je me mêle d'avoir une opinion quand le temps a passé et qu'on est capable d'estimer et d'évaluer les choses. Quand on a le temps a passé et qu'on est capable d'estimer les choses et de les évaluer, on peut dire ça marche et ça marche pas. Ça, personnellement, je ne sais pas. Et dans ces décisions politiques, encore une fois, il y a des éléments multiples qui sont les uns de nature à rassurer la population. Et moi, je suis d'accord à chaque fois qu'on essaie de rassurer la population plutôt que de l'affoler parce que la panique est malsaine. Je l'ai toujours dit, je continue à le penser, y compris au plus haut niveau. Je pense que j'ai eu, moi, des collègues que j'ai vus ne pas supporter la tension et faire des crises, mais vraiment de panique. Donc ceux qui paniquent, si vous voulez, il faut qu'ils s'en aillent et laissent leur place à des gens qui ont les nerfs solides dans cette situation. Il faut avoir des nerfs dans cette situation. Les situations de tension réclament des gens qui soient calmes, déterminés et actifs. Et qui sachent garder le cap. Est-ce que, professeur Raoul, vous mettez beaucoup d'espoir dans la recherche vaccinale ou pas? Il y a un candidat vaccin qui a été abandonné il y a quelques jours. Est-ce qu'on ne mise pas un peu trop sur les vaccins aujourd'hui? Écoutez, si ça rassure la population, c'est bien. Mais ce n'est pas la panacée. Écoutez, j'en sais rien. Moi, je ne veux pas prédire les choses. Pour pouvoir tester, si vous voulez, encore une fois, si vous regardez ce qui s'est passé sur le Charles de Gaulle, où il y a 0 mort sur une population de 1700 personnes qui ont été exposées, dont 1200 ont été malades. À peu près, je donne ces chiffres de tête. Ça veut dire qu'il y a toute une population pour laquelle la vaccination ne va pas changer leur espérance de vie. Ensuite, on sait que chez les gens très âgés, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 85 ans, qui font au moins 50% de la mortalité, l'immunisation avec ces vaccins est très faible. Donc pour pouvoir assumer la sécurité d'un vaccin pour lequel la mortalité est très très faible, il faudra avoir un nombre de sujets testés et surveillés pour les effets secondaires absolument colossal. Donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors je sais qu'à chaque fois qu'il va y avoir un vaccin, donc il faudra qu'il y ait plusieurs centaines de milliers, voire 1 million de personnes qui soient testées pour être sûr de la sécurité d'un vaccin pareil, parce que le risque dans une partie de la population est si faible qu'il va falloir un vaccin dont on soit sûr de la sécurité. En revanche, et donc ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, voire des mois et des années. En revanche, vous continuez à recommander la vaccination grippale pour tout le monde, y compris pour les enfants? Moi, je dis, je ne veux pas aller contre les recommandations du gouvernement. Pour la situation des vaccins, déjà, j'étais le grand Satan parce que je disais qu'on ne peut pas inventer la science juste en France. Donc, s'il y a des recommandations vaccinales dans d'autres pays, il faut savoir s'ils ont raison ou s'ils ont tort et pourquoi ils ont tort. Ça fait longtemps qu'aux États-Unis, en Angleterre, on vaccine les enfants contre la grippe parce que des enfants qui meurent de la grippe, ça, il y en a.
Et on sait que les enfants sont les vecteurs de la grippe. C'est-à-dire que c'est eux qui font circuler le virus de la grippe. Ce n'est pas le cas du coronavirus pour l'instant. Le coronavirus n'est pas vectorisé par les enfants ne le font pas circuler, et les enfants ne meurent pas de coronavirus. Donc on ne peut pas imaginer de faire une vaccination générale, y compris les enfants, ça serait très... Enfin, en tout cas, je crois que ce serait mal accepté. Mais pour la grippe, oui, je crois que c'est une bonne réflexion. Si vous voulez, si on arrête d'avoir des oukases en disant voilà, c'est comme ça, vous avez qu'à obéir et c'est vous qui allez le faire, alors qu'on sait que la vaccination contre la grippe est de moins en moins efficace avec l'âge. Et je pense surtout qu'il faut vacciner les gens qui ne le sont pas contre le pneumocoque. Parce qu'une des causes importantes de mortalité au cours des infections virales, c'est les infections bactériennes, en particulier pour le pneumocoque. Et ça dure au moins 10 ans maintenant, on le sait. Et ça marche très bien, même chez les sujets âgés. Très bien, donc vaccination grippale et contre le pneumocoque. Professeur Raoult, vous serez demain à Paris, vous serez à nouveau auditionné par le Sénat, par la commission d'enquête. Est-ce que vous allez redire la même chose, réitérer oh non, vos arguments? Je ne dis jamais 2 fois la même chose. Mais est-ce que vous êtes toujours aussi sévère sur le comité scientifique, la haute autorité de la santé? On sait qu'ils ont été un peu meurtris de ce que vous avez dit. Ah, écoutez, si vous voulez avoir des responsabilités et ne pas assumer les conséquences de ces responsabilités, c'est de ne pas savoir ce qu'est une responsabilité. Quand on prend une responsabilité, on l'assume, c'est comme ça. Et on assume tout ce qu'on dit. Et moi, tout ce que j'ai dit, je l'assume. Et je suis prêt à l'assumer devant n'importe qui, y compris il y a le Conseil de l'ordre va se poser la question de savoir si je fais ce que doivent faire les docteurs. Je vous dis d'ailleurs à cette occasion que vous savez, l'AMM, on a fait là aussi une étude sérieuse parce qu'on fait de la bibliographie, nous, tous les jours. Vous savez, à peu près tous les médecins ont prescrit des médicaments hors AMM. Donc c'est une espèce de mot magique, si vous voulez. Les études randomisées, moi j'ai regardé dans le domaine des maladies infectieuses, les recommandations que fait la Société américaine de maladies infectieuses, qui est pourtant très très soumise à des pressions considérables. Il y a 18% seulement des recommandations des guidelines qui sont basées sur au moins une étude randomisée. Donc ça veut dire qu'il y a 82% qui se fichent complètement des études randomisées. Donc vous savez, tout ça c'est des symboles magiques qu'on agite, si vous voulez, par des gens qui n'ont pas le temps de faire la bibliographie de mon point de vue ou qui la négligent, si vous voulez. Et au bout d'un moment, il faut bien que chacun soit en face de sa responsabilité, mais de mettre le feu parce qu'il y a une publication complètement fantasque publiée dans le Lancet, dans cette espèce de délire anti-hydroxychloroquine, eh bien au bout d'un moment il faut prendre sa responsabilité. Moi si j'avais eu une responsabilité de cet ordre, j'aurais démissionné, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire quand on n'arrive pas à tenir le bateau, il faut démissionner. Et l'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché qui concerne les médicaments. Une plainte a d'ailleurs été déposée contre vous à l'ordre des médecins par la Société de pathologie infectieuse de la langue française. Vous risquez quelque chose ou pas, professeur Raoult? Oh, écoutez, on verra bien. On verra bien. On verra bien. En revanche, il y a 200 médecins qui vous ont soutenu et qui ont écrit à l'ordre. Oui, mais parce que si vous voulez, pour considérer que les gens qui sont autour de moi, qui me connaissent et qui savent ce que j'ai fait dans ma vie de la médecine, ont des difficultés à penser que je ne suis pas un bon médecin. Et je les remercie d'ailleurs. Moi, j'ai pas eu de plainte qui a été portée contre moi par les malades pour l'instant. Hein. Et c'est vrai que c'est le plus important. On n'en est pas tous là. Oui. Oui, il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées effectivement contre des ministres et des administratifs. Vous avez reçu à l'occasion le soutien du président Nicolas Sarkozy qui ne comprend pas pourquoi il y a autant de violence contre vous. C'est un phénomène que vous n'expliquez pas non plus? Si vous voulez, je pense... Alors, je ne comprends pas pour une raison, c'est parce qu'il me manque quelque chose dans la perception du monde. Depuis très longtemps, je comprends mal les symboles. Et donc, je suis, si vous voulez, dans le monde, il y a les gens très pragmatiques, qui font de la recherche très observationnelle, plutôt le côté découverte que déductif, si vous voulez. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles aux symboles, à la signification symbolique des choses. Alors bien sûr, beaucoup de gens ont écrit là-dessus. Moi, il me manque une case sur la signification symbolique. Et donc, en particulier, la signification symbolique qu'a pris l'hydroxychloroquine en Europe de l'Ouest et dans une partie des États-Unis est quelque chose qui m'échappe entièrement.
Donc c'est devenu un objet symbolique et les gens ont oublié que c'était simplement une molécule, un médicament qui est vieux comme le monde, hein, parce que c'est jamais que le dérivé d'un extrait d'une plante, le quinquina, et donc qui est utilisé, qui a dû être utilisé chez des milliards de personnes. Si vous voulez, comment cet objet symbolique a pu devenir l'équivalent d'un poison mortel, si vous voulez, est quelque chose qui m'échappe, ça ne peut pas. Et moi qui suis le vecteur de la remise en place d'un médicament ordinaire à sa place, si vous voulez, je suis associé à la symbolique dramatique de la chloroquine. Moi, j'ai y compris des gens, j'ai entendu des gens ici dire mais la prescription de l'hydroxychloroquine, ça va être un génocide. J'ai entendu ça, hein. Donc, si vous voulez, l'hydroxychloroquine, c'est ce que dit Bernard-Henri Lévy. Sur un autre point de vue, ça a rendu les gens fous. Donc, et c'est devenu, comme plus personne ne veut dire, écoutez, non, c'était une espèce de délire de la société sur un médicament que tout le monde connaît. Moi, tous les gens d'abord, j'en ai bouffé quand j'étais tout petit, parce que je vivais en Afrique. Tous les Africains, tous les gens qui vivent dans les pays tropicaux se demandent si on est fou avec la chloroquine, vous voyez, avec l'hydroxychloroquine. C'est quand même le médicament le plus banal du monde. Comment cette molécule banale a pris un tel enjeu symbolique, et je ne crois pas que ce soit seulement financier, hein. Je pense que ça a joué sûrement, mais il y a un enjeu symbolique là-dedans qui m'échappe parce que je ne comprends pas bien les symboles. Voilà. Il y a une tribune qui va vous intéresser, qui a été signée par plusieurs chercheurs et scientifiques qui s'en prennent à la communication anxiogène des autorités. Parmi eux, il y a le philosophe André Comte-Sponville qui appelle le gouvernement à ne pas instrumentaliser la science. Est-ce que c'est un vrai risque aujourd'hui, cette instrumentalisation de la science ? Alors, écoutez, moi, ça fait un moment que je pense que, si vous voulez, la médecine et la science sont surutilisées politiquement. Pas que dans cette occasion. Surutilisées politiquement, si vous voulez, que peut-être parce que les autres formes de pouvoir dans les démocraties ont disparu, si vous voulez, ou font l'objet de tellement de contre-pouvoirs, que je trouve que les politiques se mêlent de plus en plus activement du métier de médecin et du métier de scientifique. Alors il y avait une naïveté, j'espère qu'elle passera à cette occasion, qui disait « Ah, vous les scientifiques, vous ne pensez pas, les scientifiques ne pensent pas tous de la même manière, c'est une grande naïveté, ils sont comme les autres humains, ils sont parfois en désaccord, les théories doivent naître et les nouvelles théories se disputent avec les anciennes avec violence. Vous savez, toute l'histoire des sciences est comme ça, Pasteur s'est battu pendant 20 ans, Lamarck de la même manière, Darwin aussi, enfin tous les grands scientifiques qui ont été à l'origine d'une vision nouvelle se sont fait écharpés par les scientifiques, y compris des scientifiques géniaux. Souvenez-vous que Einstein insultait quasiment Bohr, quand même, qui découvrait la physique quantique, quand même. Donc, c'était un homme intelligent, mais c'est comme ça. Les découvertes scientifiques ou les nouvelles théories scientifiques sont l'objet d'un rejet de toutes les théories antérieures. C'est la nature qui est comme ça. C'est pas surprenant. Là-dedans, si vous voulez, le rôle du politique et l'instrumentalisation de la peur est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est un peu, je m'excuse, là aussi c'est une grossièreté de dire les médias comme de dire les scientifiques, mais une partie des médias, bien entendu, sait qu'il y a un phénomène d'appétence, d'appétit pour le drame, et à une tentative, à une tentation de dramatiser les choses qui rentre en résonance avec le désir des politiques d'avoir un rôle dans cette situation. Et donc on arrive à des dramatisations que vous voyez bien. Vous voyez bien qu'il existe de plus en plus dans la médecine, mais aussi c'est le phénomène même du terrorisme qui est comme ça, c'est qu'avec quelque chose qui, sur le plan numérique, est relativement modeste, vous arrivez à prendre des mesures qui contraignent 3 milliards de personnes. Vous voyez, donc les conséquences de la peur sur l'organisation sociale sont absolument considérables. Eh bien, merci beaucoup, professeur Raoult, d'avoir répondu à mes questions ce matin dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous et merci encore de vos explications. Voilà, mon cher Pascal Praud, c'est à vous pour...